C'est la première fois que c'est un scrutin de liste au sein de la fédération. Avant, c'était un scrutin uninominal, donc c'est un certain nombre de personnes qui se représentaient, un comité directeur et ensuite un président en son sein. Voilà, alors c'est un système qui a des avantages et des inconvénients. Il faudra prendre un certain recul. Le problème de l'ancien système, c'est qu'il y avait des espèces de listes sous-jacentes qui se faisaient, c'est-à-dire que les gens se présentaient en leur nom propre, mais ensuite il y avait des instructions de vote qui étaient données, etc., des magouilles. Là, le gros avantage, c'est que les choses sont claires. On a une équipe avec un président qui est la première personne de cette liste. Je pense que ça enrichit le débat. Alors, effectivement, c'est un peu animé et on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on voit en particulier sur les réseaux sociaux un certain nombre d'oppositions, des échanges qui peuvent paraître un peu disproportionnés, un peu violents aux pratiquants. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire à ce niveau-là. La première chose, c'est qu'on est dans une discipline qui prône la paix. Et donc, de manière générale, je pense que la violence est quelque chose d'assez mal vu. Alors, il faut faire attention aussi, parce qu'évidemment, les personnes qui prônent la paix, on peut penser à Gandhi, n'ont jamais encouragé qui que ce soit à se laisser faire et à accepter de subir une situation. Donc le fait de prôner la non-violence, c'est la première chose. Il ne faut pas que ça amène à accepter des situations qui se mettent en place, de dictature. Voilà, la démocratie, c'est avant tout, au-delà du pouvoir du peuple, c'est avant tout la protection des minorités, des faibles, etc. Et donc, la démocratie nécessite un certain débat tonique avec des échanges qui peuvent être quand même plus ou moins violents. Alors évidemment, c'est le niveau de violence, etc., qui peut poser problème. Il faut évidemment une certaine retenue. Mais je pense que ça, c'est le premier élément. On est certainement dans un microcosme qui n'est pas habitué à ce genre d'opposition. Or, ce genre d'opposition, si elle n'est pas permanente, si elle arrive effectivement de temps en temps aux élections pour remettre les choses au point, est à mon avis quelque chose qui peut être sain, qui peut permettre aussi d'aller de l'avant. Alors, il ne faut pas que ça aille jusqu'à la fracture. Ça, c'est un point important, évidemment. Alors là, il y a plusieurs choses à dire également, parce que la première, c'est qu'à mon avis, la fracture est déjà là. En fait, on a eu un certain nombre de prémices, en particulier le groupe qui s'appelait au départ le Manifeste et puis Haïti Avenir par la suite. Moi qui ai été président de Ligue, j'ai dialogué avec beaucoup de personnes, des enseignants, des élus de terrain, etc. Notre fédération est au bord de la fracture. Hein. Je pense que dans la tête d'un grand nombre de personnes, un troisième mandat de Francisco Dias, c'est la fin de la fédération et un éclatement de celle-ci. Voilà. Donc évidemment, on ne peut pas l'assurer, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais je pense que c'est un point, enfin moi en tout cas, c'est un point qui me posait un vrai problème, parce que c'est une fédération dans laquelle je suis depuis une trentaine d'années, qui véhicule un certain nombre de valeurs, qui est construite sur un certain nombre de piliers, et je pense qu'il faut se battre avant de la voir disparaître. La deuxième chose, c'est que certainement que ces échanges et cette violence sont liés un petit peu à ce que j'expliquais précédemment, qui sont les problèmes des enjeux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certainement tout un tas de problèmes de fond, et la liste Esprit Haïti propose un certain nombre de solutions à ces problèmes de fond. Mais avant de pouvoir attaquer les problèmes de fond, il faut que le cadre soit là. Je pense que ce soit au niveau national, au niveau d'une fédération, au niveau de ce qu'on veut, le cadre démocratique, le cadre de l'organisation collective, le fait qu'on a des élus qui à la fois sont entourés de personnes compétentes et à la fois sont celles qui vont prendre les décisions, est un système qui a fait ses preuves, est un système qui fait que nos sociétés baignent dans le progrès technique, social depuis des décennies, voire quelques siècles.
Et c'est quelque chose auquel il faut être particulièrement vigilant. Il faut faire extrêmement attention au mode de gouvernance qui consiste à tout cloisonner. Évidemment, on comprend bien ce qui se passe, hein, quand on a un certain nombre de personnes dans la même pièce, ces personnes se rendent compte que peut-être le président a proposé le même poste à plusieurs personnes, a donné des réponses différentes à différentes personnes. Donc on n'a pas envie que les personnes se retrouvent dans la même pièce. Ça fait peut-être partie des raisons qui expliquent que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de colloque des présidents de ligue. Voilà. Alors évidemment, sur le terrain, c'est très compliqué parce que tous ces mécanismes ne sont pas vus sur le terrain et on se dit, oh bah tiens, ça c'est des problèmes d'ego au niveau du sommet, etc. Voilà. Voilà. Alors moi, ce que j'ai envie de dire à tous les pratiquants, c'est de bien se rendre compte que en fait, c'est cette structure qui va permettre derrière d'avoir une efficacité d'action au niveau du terrain, de donner de l'importance aux acteurs locaux, à l'ensemble des personnes, etc. Si on prend, pour rentrer dans des questions de fond, la réforme régionale qui a fait fusionner d'anciennes régions pour donner des très grosses régions, est quelque chose qui a énormément secoué notre fédération et l'organisation. Toutes les personnes, moi je fais partie de ceux qui ont dirigé une très grosse région, comme dirait le président du CID Alsace, Didier Mayer, 2 fois la surface de la Belgique. C'est extrêmement compliqué, on se retrouve avec des enjeux d'organisation territoriale qui sont extrêmement compliqués. Eh bien, typiquement, par rapport à ça, on ne peut pas envisager qu'un groupe de quelques personnes, en quelques semaines, fasse des propositions de réorganisation de la technique au niveau territorial. C'est un enjeu majeur de la prochaine Olympiade. Il faut se poser des questions et il faut consulter tout le monde. Il faut consulter les élus au niveau local, il faut consulter les techniciens, et quand je parle des techniciens, je parle des hauts gradés au niveau national, mais je pense également aux techniciens de terrain, aux techniciens régionaux, aux enseignants de clubs, etc., pour arriver à comprendre. En plus de ça, certainement qu'il y a des phénomènes qui se sont ajoutés ou qui ont amplifié. On a eu la crise sanitaire avec la Covid, on a également des évolutions sociales qui font que, en conjuguant tout ça, par exemple, on est obligé d'avoir des organisations qui partent du principe que les gens ne sont plus nécessairement à même de faire 300-400 km avec leur voiture pour aller faire un stage, quoi. Et en même temps, il faut conjuguer ça avec le fait qu'on ne peut pas chacun s'enfermer dans 50 km autour de chez soi, voilà, quand on commence à être 2e, 3e, 4e dan. Si on veut avoir une dynamique, si on veut avoir une fédération qui continue à avoir du niveau, des enseignants bien formés, des pratiquants qui peuvent s'exprimer dans un contexte où il y a entre guillemets de l'opposition, c'est-à-dire des personnes en face qui vont leur permettre de leur renvoyer leur propre image parce qu'ils ont un certain niveau technique, certaines aisances corporelles, des compétences qui sont mûries, etc., eh bien, il faut arriver aussi à se déplacer quand même un minimum. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on organise, quel est le bon échelon, voilà, quels sont les bons échelons, parce que certainement qu'on ne fait pas tout au niveau de tous les échelons. Bref, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Voilà, il y a ces dimensions, il y a les dimensions écologiques, il y a les dimensions financières, et tout ça demande de l'intelligence collective. L'intelligence collective donc, qui passe par beaucoup de consultations de terrain, de l'organisation. Alors évidemment, il ne s'agit pas juste de faire parler les gens, mais d'avoir une vraie dynamique globale avec une consultation, des réunions, peut-être même des assises. Voilà. C'est ce genre de choses que propose la liste Esprit Aiki. De ne pas faire les choses dans la précipitation, à 2-3, mais au contraire de faire les choses collectivement, parce qu'on est dans une fédération où il y a énormément de compétences, à la fois au niveau technique, mais au niveau des élus. Moi, j'ai côtoyé des personnes avec des compétences très très fines au niveau juridique, très très fines au niveau de la communication, etc. Et malheureusement, je trouve que ce sont des personnes qui sont fortement sous-employées. Je pense que la liste Esprit Aiki a su constituer, il suffit de voir les CV assez divers des différents
membre de la liste, a su constituer une équipe où il y a des compétences diverses qui permettent d'avoir des espaces d'échange et de débat entre des personnes qui peuvent apporter des points de vue différents et construire collectivement un cadre qui sera un bon cadre pour notre fédération et pour la pratique, puisque la pratique est quand même ce qui est au centre, évidemment, ou ce qui devrait en tout cas être au centre de l'organisation fédérale.